Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les conflits en Afrique moderne avec un épisode consacré au Soudan. Euh, Déjà, la première guerre civile soudanaise qui s'est déroulée entre 1955 et 1972. Un conflit qui est souvent éclipsé par les événements plus récents. Au Soudan, il a pourtant été euh, l'un des plus longs et des plus complexes de l'histoire africaine postcoloniale et il a profondément marqué le Soudan, posant les bases des tensions et des conflits qui persistent encore aujourd'hui. Alors, pour comprendre la première guerre civile soudanaise, il est important de revenir sur les divisions profondes qui existaient au Soudan avant même l'indépendance. Et le Soudan, le plus grand pays d'Afrique à l'époque, était une nation extrêmement diverse sur les plans ethniques, culturels et religieux. Le nord, majoritairement arabe et musulman, dominait politiquement et économiquement le sud, où la population était principalement composée de groupes ethniques africains, animistes ou chrétiens. Le Soudan a été gouverné pendant des décennies sous une administration anglo-égyptienne, un arrangement qui a exacerbé les divisions entre le Nord et le Sud. Les Britanniques ont encouragé le développement du Nord tout en négligeant le Sud, créant ainsi un déséquilibre de pouvoir et de développement qui allait jouer un rôle central dans les tensions futures. Lorsque les Britanniques se retirèrent en 1956, le Soudan devient indépendant, mais les divisions internes étaient loin d'être résolues. Le nouvel État soudanais, dirigé par une élite nordiste, était fortement centralisé. Le gouvernement de Khartoum imposa une administration unitaire avec peu d'autonomie pour les régions du Sud. Et les sudistes qui avaient espéré obtenir une forme de fédéralisme garantissant une certaine autonomie se sont rapidement sentis marginalisés et trahis. Et ce ressentiment a jeté les bases du conflit qui allait suivre. Le 18 août 1955, quelques mois avant l'indépendance officielle du Soudan, une mutinerie éclate dans la ville de Torit, dans le sud du Soudan, dans le sud du pays. Et des soldats sudistes de l'armée soudanaise, craignant d'être transférés au nord, se révoltent et attaquent leurs officiers nordistes. Ce soulèvement est rapidement réprimé, mais il marque le début de la première guerre soudanaise. Et ce soulèvement était symptomatique du mécontentement croissant dans le sud. Le gouvernement central dominé par le nord a réagi par une répression sévère, envoyant des troupes pour établir l'ordre. Cependant, cette réponse n'a fait qu'exacerber les tensions et le Sud est rapidement tombé dans un état de rébellion ouverte. Les groupes armés sudistes, initialement mal organisés, ont commencé à se structurer, formant ce qui allait devenir l'Anyanya, un mouvement de guérilla déterminé à lutter pour l'autonomie du Sud. L'Anyanya, qui signifie poison en langue madi, est rapidement devenu principal mouvement de guérilla dans le Sud, et ce groupe, composé principalement d'anciens soldats sudistes, de paysans et d'intellectuels, menait une lutte armée contre le gouvernement de Khartoum. Leur objectif était clair, obtenir l'autonomie, sinon l'indépendance pour le Sud. Les premières années du conflit furent marquées par une guerre de faible intensité, avec des attaques sporadiques et des escarmouches entre l'Anyanya et l'armée soudanaise. Cependant, l'Anyanya manquait de ressources. D'armes et de soutien international, ce qui limitait son efficacité. Et malgré cela, le mouvement a réussi à maintenir une pression constante sur le gouvernement de Khartoum, en grande partie grâce au soutien populaire dans le Sud, où les populations locales voyaient en l'Anyanya un défenseur de leurs droits et de leur identité. Le gouvernement central, de son côté, a répondu par une répression brutale. Les troupes gouvernementales ont mené des campagnes de pacification dans le Sud, brûlant des villages, déplaçant des populations et commettant des exactions contre les civils. Et ces actions ont renforcé le soutien à l'Anyanya tout en creusant davantage le fossé entre le Nord et le Sud.
Au fur et à mesure que la guerre s'intensifiait, le conflit soudanais a attiré l'attention des acteurs bien sûr régionaux et internationaux et le Soudan se trouvait à la croisée des chemins géopolitiques entre l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et la péninsule arabique, ce qui en faisait un enjeu stratégique important. Le conflit a été en partie alimenté par les rivalités de la guerre froide, avec les États-Unis, l'Union soviétique, Israël et les pays arabes jouant des rôles variés dans le soutien aux différentes parties. Israël en particulier a vu le soutien à l'Anyanya une opportunité de déstabiliser un régime soudanais perçu comme hostile et proche des pays arabes. Et dès les années 60, Israël a commencé à fournir des armes, de l'entraînement militaire et un soutien logistique à l'Anyanya, aidant ainsi le mouvement à renforcer ses capacités militaires. Et ce soutien a permis à l'Anyanya de mener des opérations plus sophistiquées contre les forces gouvernementales soudanaises. De l'autre côté, le gouvernement soudanais recevait un soutien des pays arabes, notamment de l'Égypte et de la Libye, qui voyaient dans le Soudan un bastion contre l'influence israélienne en Afrique. Et cette dimension régionale et internationale du conflit a contribué à sa prolongation et à son intensification, transformant ce qui avait commencé comme une rébellion locale en une guerre civile complexe aux ramifications géopolitiques. La première guerre civile soudanaise a eu des conséquences humanitaires dévastatrices. On estime qu'environ 500 000 personnes sont mortes pendant 17 années de conflit, et la plupart étant des civils. Le Sud a été particulièrement touché, avec des milliers de villages détruits, des récoltes brûlées et des populations forcées de fuir leurs foyers. Et des centaines de milliers de Sud-Soudanais ont devenu des réfugiés, cherchant asile dans les pays voisins comme l'Ouganda, l'Éthiopie et le Kenya. La guerre a également exacerbé les divisions ethniques au sein du Sud, car les différentes communautés se sont souvent retrouvées en compétition pour les ressources limitées, tout en étant manipulées par les forces extérieures. Ces divisions internes allaient continuer à jouer un rôle dans les conflits futurs, notamment pendant la Deuxième Guerre civile soudanaise. Au début des années 70, et après près de 2 décennies de guerre, les deux parties commencent à envisager la possibilité de négociation. Le gouvernement soudanais, sous la direction de Jafar Nimeiri, réalise que la guerre est devenue insoutenable, tant sur le plan économique que militaire. Et de son côté, l'Anyanya, bien que toujours déterminé à lutter, commence à ressentir les effets de l'épuisement prolongé. Et des pourparlers de paix sont entamés sous les auspices de l'Organisation de l'Unité africaine et du gouvernement éthiopien de l'empereur Haïlé Sélassié. Et les négociations aboutissent finalement à la signature des accords d'Addis Abeba en 1972, et ces accords mettent fin à la guerre en accordant une autonomie régionale significative au Sud-Soudan et prévoient également l'intégration des combattants de l'Anyanya dans l'armée nationale soudanaise et la reconnaissance des droits culturels et religieux des sudistes. La signature des accords d'Addis Abeba marque la fin de la première guerre civile soudanaise et inaugure une décennie de paix relative. Pour la première fois, le Sud bénéficie d'une autonomie substantielle avec un gouvernement régional basé à Juba, et cette période de paix permet au Sud de se reconstruire, de se réhabiliter ou de réhabiliter l'ensemble de ses infrastructures et de relancer son économie, bien que de nombreuses tensions persistent. Cependant, les accords d'Addis Abeba ne résolvent pas les problèmes fondamentaux qui avaient conduit à la guerre. Les tensions entre Nord et Sud restent vives, en partie à cause de l'absence de réconciliation véritable et de la méfiance persistante entre les communautés. Et de plus, l'autonomie du Sud est constamment menacée par les efforts de Khartoum pour recentraliser le pouvoir. Et en 83, ces tensions éclatent de nouveau lorsque Nimeiri décide de révoquer l'autonomie du Sud et d'imposer la charia dans tout le pays, y compris le Sud non musulman. Et cette décision provoque un nouvel embrasement, conduisant à la deuxième guerre civile soudanaise, encore plus longue et plus destructrice que la première.
Soudan, peut-être le plus grand pays d'Afrique avant sa division en 2011, était marqué par, euh, était toujours marqué par cette fracture entre le nord arabo-musulman et le sud animiste et chrétien. Et ces divisions héritées de la colonisation, bien sûr, britannique, s'est accentuée au fil des décennies, alimentée par les disparités économiques, sociales et politiques. En 1900 1983, le président soudanais Jafar Nimeiri déclencha un nouveau cycle de violence en abrogeant l'autonomie du Sud, en divisant administrativement la région, en imposant la charia, loi islamique, dans tous les pays, y compris dans le Sud, majoritairement non musulmans. Et ces mesures furent perçues comme une attaque directe contre l'identité et les droits des populations du Sud, provoquant la reprise des hostilités et marquant le début de la Seconde Guerre civile soudanaise. Et, celle-ci est souvent décrite comme un conflit multidimensionnel où les facteurs ethniques, religieux, économiques et politiques se chevauchent et s'entremêlent. L'un des éléments centraux de ce conflit est la lutte pour l'identité nationale. Le Soudan, à la fois arabe, africain, musulman et chrétien, était divisé par des lignes de fractures profondes. Au nord, bien sûr, les Arabes qui dominaient le pouvoir politique et économique, tandis qu'au sud, les groupes ethniques africains, principalement chrétiens ou animistes, étaient généralement marginalisés. Un autre facteur dans le déclenchement et aussi dans le prolongement du conflit fut la découverte de vastes réserves de pétrole dans le sud du Soudan à la fin des années 70. Et ces réserves, situées principalement dans les régions frontalières entre le nord et le sud, devinrent un enjeu majeur du conflit. Le pétrole représentait non seulement une source de richesse immense, mais aussi un levier de pouvoir pour contrôler le développement économique et politique du pays. Et le gouvernement de Khartoum est déterminé à conserver cette ressource stratégique, intensifiant sa politique de centralisation, tandis que les groupes rebelles du Sud luttaient pour obtenir une part équitable de ces richesses ou pour s'en libérer complètement. Le conflit fut également exacerbé par les ingérences extérieures. Le gouvernement de Khartoum reçut un soutien militaire et financier de plusieurs pays arabes, tandis que les rebelles du Sud, organisés sous la bannière de l'Armée populaire de libération du Soudan, dirigée par Jean Garang, bénéficièrent d'un soutien de pays africains voisins comme l'Éthiopie, ainsi que d'une aide humanitaire euh, internationale. Et cette internationalisation du conflit va compliquer encore les efforts de paix et prolonger la guerre. Le conflit qui s'est étendu sur 22 ans fut marqué par des combats intenses, des atrocités de masse et une crise humanitaire sans précédent. Dès le début des hostilités en 1983, la SPLA lança une campagne militaire pour affirmer son contrôle sur le sud et repousser les forces gouvernementales. Et la stratégie de la SPLA reposait sur la mobilisation des populations locales, mais aussi sur la destruction des infrastructures gouvernementales et l'isolement des forces du Nord. En réponse, le gouvernement de Khartoum adopta une stratégie de terre brûlée, ciblant non seulement les combattants de la SPLA, mais aussi les civils soupçonnés de les soutenir. Des milliers de villages furent détruits, des centaines de milliers de civils furent tués, des millions de personnes furent déplacées, et les tactiques utilisées par les forces gouvernementales, y compris les bombardements aériens, les massacres et les enlèvements d'enfants, furent largement condamnés par la communauté internationale. Et la guerre fut également caractérisée par cette série d'alliances changeantes et de conflits internes. Au sein de la SPLA, des divisions émergent aussi, notamment sur des questions de stratégie de leadership. En 91, une faction dissidente dirigée par Riek Machar fit scission, déclenchant des combats entre les forces rebelles eux-mêmes. Et ces divisions affaiblissent temporairement la SPLA et permet au gouvernement de reprendre certains territoires, mais elle n'arrêta pas la progression du mouvement indépendantiste. Et la dimension économique du conflit devint de plus en plus prononcée à mesure que le gouvernement soudanais intensifiait l'exploitation des champs pétroliers dans les zones contestées pour sécuriser ces ressources. Khartoum utilisa des milices locales, souvent composées de membres de groupes ethniques rivaux des Dinka, l'ethnie majoritaire au sein de la SPLA.
Et cette militarisation des communautés locales ajoute à une nouvelle couche de violence et de complexité au conflit, alimentant des cycles de vengeance et de représailles. Et malgré l'atrocité des combats, des tentatives de paix furent faites tout au long du conflit. Cependant, ces négociations échouèrent systématiquement en raison de la méfiance mutuelle, des désaccords sur le partage des ressources et de l'ingérence extérieure. Ce n'est qu'à la fin des années 90, alors que la guerre s'éternisait un peu et que la pression internationale s'accentuait, que des progrès significatifs furent réalisés en direction d'un accord de paix. Et euh, après plus de 2 décennies de guerre, les pourparlers de paix entre le gouvernement soudanais et la SPLA s'intensifèrent au début des années 2000 sous la médiation de l'autorité intergouvernementale pour le développement, un bloc régional est-africain avec le soutien des États-Unis, de la Norvège et du Royaume-Uni. Ces négociations aboutirent à la signature de l'accord de paix global à Naivasha, au Kenya, en janvier 2005. L'accord de Naivasha fut un événement historique qui mit fin à l'une des guerres civiles les plus longues et les plus sanglantes d'Afrique. Le CP1 prévoyait plusieurs dispositions clés, une période intérimaire de 6 ans pendant laquelle le Sud aurait une autonomie substantielle, un partage des revenus pétroliers à part égale entre le Nord et le Sud. La mise en place d'un gouvernement d'unité nationale incluant la SPLA et enfin la tenue d'un référendum d'autodétermination pour le Sud en 2011. Alors, l'accord marque certainement un tournant dans l'histoire du Soudan, mais il ne passe pas les blessures profondes laissées par des décennies de guerre. Et le processus de mise en œuvre de l'accord fut semé d'embûches, notamment en raison de différends persistants sur les frontières, la répartition des ressources pétrolières et les tensions politiques entre les anciens ennemis. Néanmoins, l'accord réussit à maintenir la paix fragile et à préparer la voie pour le référendum de 2011. En janvier 2011, le Sud de Soudan organisa un référendum sur l'indépendance, conformément au CPA, et le vote se déroula pacifiquement et l'indépendance fut plébiscitée par une majorité écrasante de 98,83%. Et le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud devint officiellement le plus jeune État du monde, marquant la fin d'un long douloureux processus de séparation avec le Nord. La seconde guerre civile soudanaise a eu des conséquences profondes, non seulement pour le Soudan et le Soudan du Sud, mais aussi sur l'ensemble de la région. Le conflit a fait environ 2 millions de morts, principalement des civils, et a déplacé 4 millions de personnes et les infrastructures déjà précaires furent détruites et l'économie fut dévastée. Même après la signature de l'accord, la réconciliation entre les communautés du Nord et du Sud fut restant difficile et les tensions ethniques continuèrent de menacer la stabilité de l'ensemble du pays. Et pour le Soudan, la perte du Sud fut un coup dur, notamment en raison de la perte des ressources pétrolières, qui étaient majoritairement situées dans le territoire du Sud. Le gouvernement de Khartoum, confronté à des difficultés économiques croissantes, continua d'être accusé de violation des droits de l'homme, notamment au Darfour, où un autre conflit sanglant se poursuivait parallèlement à la guerre civile soudanaise. Pour le Soudan du Sud, l'indépendance ne signifie pas la fin des défis. Le jeune État se retrouve rapidement confronté à une nouvelle guerre civile interne en 2013, provoquée par des luttes de pouvoir au sein de l'élite politique sud-soudanaise. Les conflits internes alimentés par des divisions ethniques montrèrent que des fractures héritées du passé étaient loin d'être résolues. L'accord, bien qu'il ait mis fin à la guerre civile, bien entendu, n'a pas résolu les questions fondamentales d'identité, de gouvernance et de développement au Soudan et au Soudan du Sud. Les deux pays restent fragiles et vulnérables aux conflits internes et les perspectives de paix durable dépendent de la capacité des dirigeants à surmonter les divisions ethniques, à gérer équitablement les ressources et à établir les institutions démocratiques inclusives. Donc ici, le conflit offre bien sûr, bien entendu,
Cette seconde guerre civile soudanaise démontre que la paix durable nécessite plus qu'un simple accord de paix, et la réconciliation, le développement économique inclusif et la construction d'institutions solides sont des étapes essentielles pour garantir que les conflits ne reproduisent pas. Les guerres civiles, bien entendu, vont se reproduire en 2019 après des mois de protestations populaires massives contre le régime Omar al-Bashir, qui avait dirigé le pays pendant 30 ans. Et un coup d'État militaire a mis fin à son règne. Une période de transition vers un gouvernement civil a été mise en place, dirigé par un conseil militaire civil conjoint. Cependant, cette transition a été entravée par des tensions persistantes entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah el-Burhan, et les forces de soutien rapide, une puissante force paramilitaire dirigée par le général Mohamed Hamdan, également connu sous le nom de Hameti. En octobre 2021, un coup d'État militaire dirigé par el Burhan, qui a mis fin au partenariat civil-militaire, plongeant le pays dans une nouvelle phase d'instabilité, et cette situation a préparé le terrain pour le conflit actuel de 2023, où les divisions entre les deux factions militaires se sont intensifiées, culminant en une confrontation directe. La guerre civile de 2023, qui a commencé en avril, lorsqu'un désaccord sur l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée soudanaise a dégénéré en affrontement violent à Khartoum, la capitale, et dans d'autres régions clés du pays. Ce désaccord faisait partie de discussions plus larges sur le retour à un régime civil et la formation d'un gouvernement démocratique. Les pourparlers sur la transition démocratique avaient déjà révélé des tensions croissantes entre le général Burhan et Hamiti, les deux hommes cherchant à consolider leur pouvoir. Et les forces de soutien rapide, originaires des milices Janjaweeds, tristement célèbres pour leurs exactions pendant le conflit au Darfour, ont été formées en tant que forces paramilitaires officielles, mais opèrent de manière semi-autonome. Et sous la direction de Hamiti, les RSF, forces de soutien rapide, ont accumulé une influence politique et économique considérable, rivalisant avec l'armée soudanaise régulière. Les RSF ont contesté les tentatives de l'armée de les subordonner, entraînant des confrontations armées entre les deux groupes. Le conflit oppose principalement ces deux factions militaires. L'armée soudanaise commandée par Fattah al-Burhan, l'armée qui cherche à maintenir son contrôle traditionnel sur le pays, et Burhan et ses alliés dans l'appareil militaire voient la centralisation du pouvoir militaire comme essentielle pour maintenir l'ordre et la stabilité. Et leur objectif inclut la subordination des RSF et la suppression de toute force rivale qui pourrait affaiblir le contrôle de l'armée. Alors, par contre, les forces de soutien rapide sous le commandement de Hamiti visent à s'imposer comme une force de sécurité parallèle capable de rivaliser avec l'armée. Et Hamiti, autrefois un allié de l'armée, se positionne maintenant comme un réformateur opposé à l'establishment militaire traditionnel. Les RSF contrôlent de vastes ressources économiques, notamment les mines d'or, et cherchent à s'affirmer comme une force de gouvernance légitime dans un Soudan démocratique. Le conflit a dégénéré en une guerre civile, les deux factions cherchant à prendre le contrôle de Khartoum, des régions stratégiques et des infrastructures économiques critiques telles que les ponts et les champs pétroliers. Et depuis les combats en avril 2023, le Soudan est plongé dans le chaos. Khartoum, la capitale, est devenue un champ de bataille avec des échanges de tirs intenses et des frappes aériennes signalées. Et des quartiers entiers ont été détruits, forçant des milliers de civils à fuir vers des zones plus sûres ou à chercher refuge dans les pays voisins tels que l'Égypte, le Tchad et l'Éthiopie. L'impact humanitaire est dévastateur, encore une fois, avec des centaines de milliers de déplacés internes et des millions de personnes confrontées à des pénuries alimentaires, des coupures d'eau et d'électricité et un accès limité aux soins de santé. En dehors de Khartoum, le conflit s'est étendu à d'autres régions stratégiques, notamment le Darfour,
et l'est du Soudan. Le Darfour, une région déjà ravagée par des décennies de conflits ethniques, a de nouveau sombré dans la violence exacerbée par l'absence de structures de sécurité stables. Et les combats ont également perturbé les routes commerciales, provoquant des hausses de prix et d'aggravant la crise économique. La communauté internationale a tenté d'intervenir pour faciliter un cessez-le-feu, mais les efforts ont jusqu'à présent échoué en raison du manque de volonté de développement. Des acteurs régionaux et internationaux, notamment l'Union africaine, l'ONU et les États-Unis, ont exprimé leurs préoccupations, mais les intérêts divergents compliquent la médiation. Le risque d'une déstabilisation régionale reste élevé, avec des répercussions potentielles pour les pays voisins et au-delà. La guerre de 2023 a eu des graves implications humanitaires et politiques, notamment puisque le conflit a entraîné cette crise humanitaire massive, exacerbant déjà la situation déjà fragile. Le Soudan déjà souffrait déjà d'une insécurité alimentaire chronique, d'une infrastructure de santé délabrée et d'une crise économique profonde avant même que les combats ne commencent. Et le conflit a non seulement intensifié ces problèmes, mais a également menacé la survie de millions d'autres personnes. Alors que les guerres civiles continuent de ravager le Soudan, l'avenir du pays reste incertain et plusieurs scénarios sont possibles actuellement. Donc un conflit prolongé, le conflit pourrait s'enliser avec des affrontements sporadiques, des cycles de violence sans fin. Un conflit prolongé va nuire certainement davantage aux infrastructures et à l'économie du pays, aggraver la crise humanitaire. Alors, un accord de paix négocié, une médiation internationale efficace associée à une pression accrue sur les deux parties pourrait conduire à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix. Cela exigerait des concessions majeures de part et d'autre et la création d'un nouveau cadre de gouvernance inclusive. Si le conflit se poursuit sans solution, il pourrait entraîner la fragmentation du Soudan, encore une fois, avec des régions telles que le Darfour ou l'Est cherchant une autonomie accrue ou même l'indépendance, aggravant encore la stabilité, aggravant la déstabilisation régionale, encore une fois. Merci pour d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, des réflexions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur les conflits actuels dans l'histoire mondiale, les conflits actuels en Afrique. Prenez soin de vous et à très bientôt.